rentable, pour le rendre plus socialement équitable, etc. etc. Et donc, dans ce rôle-là, l'ATBT peut jouer cette rôle-là. En plus que, comme a fait allusion Didier avant, c'est pas toujours évident que les différents acteurs se comprennent bien ouais. Et qu'ils collaborent. Parce que les industriels, parfois, ils sont trop pris par leur gestion jour à jour, voilà. Avec des soucis financiers. Vient un chercheur, encore lui là. Parce que pour les entreprises, souvent, c'est le très court terme qui est important. Pour le chercheur, on a le temps pour réfléchir sur 100, 200 ans. Après, les gouvernements ont encore un différent rôle. Et donc, c'est parfois pas tout à fait simple. Et à quel niveau se trouvent finalement les communautés locales dans ce grand projet-là? Est-ce qu'ils sont pris en ligne de compte? Bon, les peuples autochtones. Tout à fait, tout à fait. Donc, dans ce projet, c'est vraiment focalisé sur la dynamique des forêts, disons, vraiment sur la botanique, sur comment le renouvellement. Des bois, des forêts. Donc, mais il y a d'autres projets dans la stratégie ATBT qui concernent certainement de travailler et améliorer la vie des gens qui habitent dans la forêt, les peuples autochtones, etc. Est-ce que ça, lorsque vous descendez dans vos recherches, dans vos estimations ou dans vos stratégies de recherche, que vous prenez en ligne de compte, c'est existant parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas bousculer dans ça? Oui, comme a dit M. La tradition, les peuples autochtones, il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Il y a même un institut de recherche qui existe au Congo qui s'occupe des problèmes sociaux. Donc, ça, effectivement, c'est dans ce projet-là, il est focalisé sur, effectivement, la dynamique forestière et l'environnement dans lequel ces forêts se développent. Et là, effectivement, il y a... Et dans les sociétés aussi, en discutant avec les chefs d'aménagement, je crois que ces concessions forestières-là, il y a une prise en compte des peuples autochtones, parce que, comme on dit, les chefs d'aménagement. Donc là, il y a d'autres projets qui s'occupent des problèmes des peuples autochtones dans ces concessions forestières. Est-ce que vous, en acceptant de financer ce projet, vous avez pris en ligne de compte ces aspects? Il y a également que vous également, en acceptant de mettre la main dans la poche, vous vous dites, écoutez, c'est un projet qui est ceci, nous voulons parvenir à des stratégies, des politiques d'aménagement forestier qui soient responsables. Est-ce que vous exigez, vous avez ces types d'exigences auprès des différents acteurs du projet? Bien sûr, c'est essentiel de s'occuper des populations locales et des populations qui vivent et qui dépendent de la forêt en termes de revenus. Et alors, pour s'y intéresser, pour les prendre en compte, il faut s'intéresser à ce qu'elles sont, à leurs besoins, à leurs revenus, leurs conditions de vie, de manière à ce qu'elles puissent vivre décemment sans porter, dégrader ou attaquer de manière trop agressive la forêt. Donc il y a un équilibre à trouver et il faut nécessairement intégrer ces populations dans la dynamique forestière. Lorsqu'on parle des opportunités, des contraintes du projet, il n'y a qu'à ce niveau-là, les opportunités et les contraintes, c'est au niveau de l'administration et puis également au niveau des entreprises. En termes de contraintes... et d'opportunités, bien évidemment. Naturellement. Vous l'avez déjà évoqué, la recherche, ce n'est pas du court terme, c'est vrai. À partir des données qui ont été collectées, on peut faire des modèles, etc. Donc un projet de 5 ans qui a une dimension recherche, on peut dire que c'est assez court. Mais le plus important, c'est que l'IREF, l'Institut national de recherche forestière, capitalise et poursuive ce travail. Donc c'est une contrainte. L'autre contrainte qu'on peut évoquer, c'est les cadres qui existent au niveau des sociétés forestières. Vous l'avez dit, ces sociétés forestières sont des acteurs principaux puisque c'est elles qui gèrent, comme l'a dit Ralph,
au quotidien les forêts sur la base des concessions. Est-ce qu'il y a je ne parlerai pas de chercheurs, mais des techniciens de recherche? L'IREF va s'impliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IREF a les moyens techniques, non, je veux plutôt dire matériels, financiers, pour, comment dirais-je, être aussi un acteur important? Il y a le FEFEM qui finance le projet, il y a l'AFD, mais il faut également que les États s'impliquent parce que c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Ouais. Voilà. Maintenant, en termes d'opportunités, il y a le fait que le ministre Henri Djombo a décidé qu'en 2016, toutes les concessions forestières doivent être aménagées. C'est une opportunité parce que ça incite... En 2016, donc dans 2 ans. Oui, 2016, voilà. Toutes les concessions forestières doivent être aménagées. Donc, c'est une opportunité, mais la création même, je crois que c'est le premier institut de recherche forestière que nous avions. C'est aussi une opportunité. Tout à fait. Il y a aussi le fait que le Congo s'est engagé dans le processus RED, réduction des émissions issues de la déforestation, de la dégradation des forêts, y compris la conservation, la gestion durable et l'accroissement des carbones, des stocks de carbone. Là aussi, il y a beaucoup d'interrogations sur la quantification du stock de carbone stocké dans nos forêts, et particulièrement dans les concessions forestières, qui ne sont pas des forêts, comment dirais-je, qui sont modifiées à travers l'exploitation forêt. Et on n'en a certainement pas parlé, mais il y a une dimension qui va s'occuper de comment dirais-je, de l'observation du flux de carbone dans une forêt exploitée. Donc il y a une mutualisation des efforts entre ce projet et la coordination RED, mais également la Comifag, puisque la Comifag coordonne un projet qui porte justement sur la définition des équations allométriques qui vont nous permettre de calculer, peut-être pas de manière précise, mais d'avoir des données un peu plus fiables sur les quantités de carbone qui sont séquestrées par nos forêts. Et aujourd'hui, l'opportunité, c'est aussi la contrainte, elle est là. On n'a pas beaucoup de techniciens de recherche. L'opportunité, c'est aussi la formation qui va se faire à travers ce projet de recherche. Former lesquels? Les techniciens. Former des techniciens les meilleurs recherche et des chercheurs, parce qu'on a la chance d'avoir des enseignants de l'Université du Chambloup et les collègues du CIRAD qui vont, avec les masters et les doctorats, pouvoir former des techniciens et des chercheurs forestiers. Donc, ça, c'est une très bonne opportunité. Est-ce que, au stade actuel, êtes-vous à mesure, au moins à un niveau peut-être moindre, sur une question aussi délicate comme celle de stocker le carbone, êtes-vous à mesure aujourd'hui d'effectuer cette opération, par exemple, d'évaluation, de calcul? Comme on a dit, la Comifag a un projet là-dessus, et ces calculs sont basés sur les équations allométriques, qui sont malheureusement définies sur la base des mesures faites ailleurs. Il y a la fameuse équation de Cheb, dont je sais actuellement, qui a mesuré 4000 arbres, mais tous ces arbres n'ont pas été mesurés dans notre sous-région. Donc, soit des données obtenues avec ces équations ne peuvent pas être très proches de la réalité. Et là, les dispositifs qu'on met en place vont permettre de pouvoir élaborer des équations qui seront peut-être plus proches de la réalité de nos massifs forestiers. Et on pourra donc dire exactement, c'est l'un des troisième objectif de ce projet, c'est d'évaluer
la capacité de fixation du carbone dans l'espace forestier. Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait, M. Kewa, séquestrer le carbone dans nos différentes forêts aujourd'hui? Oui, le carbone, il est séquestré. Mais pas bien évalué. Oui. Le problème se pose en termes d'évaluation. Parce qu'il y a ce qui arrive après cela. On le fait parce que, comme vous le savez, il y a le marché du carbone. Le marché du carbone. Donc, si je dois vendre mon carbone, il faut que je l'évalue correctement et que je mette en place des mécanismes de suivi de ce stock de carbone. Monsieur. C'est là que la TIVT a un rôle important en termes d'animation, c'est qu'il y a d'autres projets, d'autres équipes qui travaillent là-dessus, sur le stockage du carbone et sur les équations et les quantifications en Afrique centrale, mais également sur l'Amazonie. Et donc nous avons plusieurs projets qui ont avancé dans cette réflexion. Et il est important que la TIVT aide à capter l'information, les analyses, de manière à ce qu'on gagne du temps et qui repartent d'une situation, d'une connaissance acquise. Le projet engage, je le dis, pour l'instant, 5 pays. Faut-il s'attendre à ce que l'ensemble des pays de la zone du bassin du Congo soient intéressés à ce projet? Bon, ça c'est l'espoir. Pour ça, on travaille pas. C'est l'idéal. Ça c'est l'idéal. Pour ça, on a demandé que ça serait exécuté sous l'égide de la Comifac. Et que après c'est la législation pour améliorer, disons, la réglementation nationale, c'est pays par pays. Mais l'idée c'est qu'on fait ça dans la sous-région ensemble. D'ici 2 ou 3 ans que la Comifac, disons, vienne à coopter d'autres États et l'adhésion au projet. Finalement, les 5 États ont été sélectionnés sur la base de quoi? C'est sur la base du volontariat? C'est les États qui... C'est les États où il y a la forêt. L'écosystème. Voilà. C'est le cœur du bassin du Congo. C'est le Cameroun, c'est le Gabon, le la RCA, le Congo, la RDC. Mais naturellement, c'est des résultats de recherche qui pourraient être utilisés aussi par les autres pays. Je fais allusion à la Guinée équatoriale, qui n'est pas pour le moment concernée par le projet, mais je pense que, comme l'a dit Ralph, étant donné que la Comifac va jouer également un rôle important, pourquoi ne pas faire que les responsables de la Guinée équatoriale ou bien s'ils ont un institut de recherche, pourquoi ne pas venir à Mokabi regarder ce dispositif pour les premiers résultats, les premières analyses effectuées. Voilà. On a dit implicitement dans pratiquement les termes de référence du projet, lorsque vous êtes rentré les 2 derniers jours en débat, qu'il fallait au terme donc de ces 2 jours d'échange, il y avait des résultats qui étaient attendus et parmi les résultats, il y avait le développement des résultats scientifiques du projet. Les présentations qui ont été faites sur les dispositifs qui sont mis en place, les formules de calcul du taux de reconstitution, etc. Donc oui, il y a eu des échanges scientifiques très intéressants. Et je crois que les participants à cette atelier ont tiré profit de tout cela. Au terme donc de tout ce processus, lorsqu'on aura formé les chercheurs qu'il faut, lorsqu'on aura atteint un niveau optimal, disons, dans le processus, lorsque le projet aura atteint ses résultats, les choses changeront-elles foncièrement dans l'aménagement forestier? Oui, l'idée, c'est pas faire la recherche pour plaisir à certaines personnes. Non, on veut vraiment faire la recherche pour améliorer quelque chose en forêt, dans le fonctionnement du pays, qui est au profit du gouvernement, au profit des gens qui habitent dans la forêt, au profit des entreprises. Voilà, c'est l'essentiel. Et ouais, on fait la compte. Oui. Je vais terminer par un exemple. Nous
fixant les diamètres d'exploitation. Voilà. Il y a des arrêtés qui sont pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la base des informations existantes. Mais je prends le diamètre qui correspond à l'âge de fructification d'un arbre. Voilà encore une autre interrogation. Le diamètre d'exploitation du pommier est de 60 cm. Est-ce qu'à 60 cm, on a un okoumé qui a déjà fructifié? S'il n'a pas fructifié, c'est une bonne chose de l'okoumé. On peut arriver à une érosion génétique de l'okoumé. L'exemple n'est peut-être pas très bon pour l'okoumé parce que dans la zone de la Lékoumou, on a des peuplements d'okoumé, mais on peut prendre une essence qui ne se présente pas en peuplement. Voilà par exemple une réponse que je donne pour me permettre en tant que ministère